Dans l'obscurité feutrée de ma chambre, un cri étouffé s'échappa de ma gorge. Mes doigts tremblants lâchèrent le carnet où j'avais griffonné mes pensées les plus secrètes, celles que personne ne devait jamais lire. Étienne, mon beau-père, se tenait là, immobile, ses yeux perçants fixés sur moi comme s'il venait de découvrir un trésor interdit. Nous étions seuls dans l'appartement, un petit cocon parisien niché dans une ruelle du Marais, où les murs semblaient murmurer des histoires d'amour et de trahison. Ma mère, Claire, était partie pour un voyage d'affaires à Lyon, me laissant avec cet homme que je connaissais à peine. Cet homme qui, depuis son arrivée dans notre vie il y a 2 ans, faisait battre mon cœur d'une manière que je refusais d'admettre. Étienne, avec ses 45 ans, son sourire énigmatique et sa voix grave qui semblait toujours cacher un secret, était devenu une obsession que je m'efforçais d'ignorer. Ce soir-là, j'étais assis sur mon lit, entouré de mes croquis et de mes pensées chaotiques. La lumière tamisée d'une lampe de chevet jetait des ombres dansantes sur les murs tapissés de posters d'artistes que j'admirais, Basquiat, Klimt et un portrait audacieux de David Bowie que j'avais peint moi-même. J'avais 22 ans, étudiant en art à la Sorbonne, un garçon sensible, peut-être trop, qui cherchait encore sa place dans un monde qui semblait toujours attendre plus de moi. Mon carnet, ce refuge de papier, contenait des esquisses, des poèmes et des confessions que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Des mots sur lui. Sur Étienne. Je ne l'avais pas entendu entrer. Pas un bruit, pas un craquement du parquet. Pourtant, il était là, sa silhouette imposante remplissant l'embrasure de la porte. Ses cheveux poivre et sel brillaient légèrement sous la lumière, et son regard, un mélange de surprise et de curiosité, me cloua sur place. « Adrien » murmura-t-il, sa voix douce mais lourde de sous-entendu. « Qu'est-ce que tu fais » Mon cœur s'emballa. Le carnet était ouvert sur une page où j'avais dessiné son visage, ses traits anguleux, ses yeux qui semblaient toujours voir à travers moi. À côté, quelques mots hâtivement griffonnés. Pourquoi est-il si beau? Pourquoi est-ce si mal? J'essayais de refermer le carnet, mais mes mains tremblaient trop. Rien, balbutiai-je, la gorge sèche. Juste des dessins. Il fit un pas vers moi, et l'air sembla se raréfier. Étienne n'était pas seulement mon beau-père. Il était un mystère, un homme qui parlait peu de son passé, mais dont chaque geste semblait chargé d'une intensité magnétique. Il avait cette aura, celle d'un homme qui avait vécu 1000 vies, aimé passionnément, et peut-être souffert tout autant. « Tu as du talent, » dit-il en s'approchant, son regard glissant sur le carnet. « Mais tu as l'air troublé. » Je déglutis, incapable de répondre. Troublé? C'était un euphémisme. Depuis qu'il était entré dans ma vie, j'étais un chaos d'émotions. Il était marié à ma mère, et pourtant, chaque regard qu'il me lançait, chaque mot qu'il prononçait, semblait allumer une étincelle interdite en moi. Étais-je fou? Étais-je seul à ressentir cette tension, ce fil invisible qui semblait nous lier malgré tout ce qui nous séparait? Étienne, dis-je enfin, ma voix à peine audible. Tu ne devrais pas être ici. Mais mes mots sonnaient faux, comme une prière pour qu'il reste. Il s'arrêta à quelques pas de moi, son regard ne quittant pas le mien. Et pourtant, je suis là, répondit-il, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. Ce moment, suspendu dans le temps, fut le début de tout. Une porte ouverte sur un chemin dangereux, où chaque pas risquait de nous faire basculer. Je ne savais pas encore si c'était vers la lumière ou vers les ténèbres, mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, le soleil perçait à travers les rideaux, projetant des rayons dorés sur le parquet usé. Je me réveillais avec un poids sur la poitrine, les événements de la veille tournant en boucle dans mon esprit. Étienne n'avait rien dit de plus. Il avait simplement pris le carnet, feuilleté quelques pages, puis l'avait reposé sur mon bureau avant de quitter la pièce sans un mot. Mais ce silence était pire que n'importe quelle parole. Il était chargé, comme une tempête qui s'annonce. Je descendis à la cuisine, où il préparait du café. L'odeur familière emplissait l'air, mais rien n'était normal. Il me salua d'un simple « bonjour, Adrien », comme si de rien n'était. Mais je voyais dans ses yeux qu'il savait. Il avait vu mes dessins, mes mots. Il avait vu moi, peut-être pour la première fois. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il, versant le café dans une tasse. Sa voix était calme, mais il y avait une nuance, une curiosité qui me mettait mal à l'aise. Je hochai la tête, évitant son regard. « Oui, merci. »
Le silence s'installa, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge murale. Je voulais parler, lui demander ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Étienne, lui, semblait à l'aise, comme si ce moment n'avait rien d'extraordinaire. Mais je savais qu'il jouait un rôle. Il était trop intelligent, trop observateur pour ignorer l'éléphant dans la pièce. « Adrien, dit-il soudain, posant sa tasse. Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas? De n'importe quoi. » Ces mots étaient sincères, mais ils me terrifièrent. Parler? Comment pouvais-je lui dire que chaque fois qu'il était près de moi, j'avais l'impression de suffoquer sous le poids de mes propres désirs? Que je me haïssais pour ce que je ressentais, mais que je ne pouvais pas m'en empêcher. Je murmurai un vague « oui » avant de m'éclipser, prétextant un cours à la Sorbonne. Mais en réalité, je fuyais. Je fuyais lui, moi, et cette vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de contradictions. À l'université, je me perdais dans mes cours d'art, essayant de noyer mes pensées dans la peinture et les esquisses. Mais chaque trait que je traçais semblait ramener à lui. Un profil, une ombre, un regard. Étienne hantait mes pensées, et je commençais à me demander si j'étais en train de perdre la tête. Un soir, alors que je rentrais tard d'une exposition au Centre Pompidou, je le trouvai dans le salon, un verre de vin à la main. Ma mère n'était toujours pas rentrée, et l'appartement semblait plus petit, plus intime. « Tu travailles trop, Adrien, » dit-il, un sourire en coin. « Tu devrais te détendre un peu. » Je ris nerveusement, m'asseyant à l'autre bout du canapé. Facile à dire. Les profs ne nous laissent pas une seconde. Mais ce n'étaient pas les cours qui me consumaient. C'était lui. Toujours lui. Il se leva et s'approcha, s'asseyant plus près que nécessaire. « Tu sais, » dit-il, sa voix basse, presque un murmure, « j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Des choses belles, des choses douloureuses. Mais ce que j'ai vu dans ton carnet, c'était différent. » Mon cœur s'arrêta. Il savait tout. Je voulus me lever, fuir encore, mais sa main se posa doucement sur mon poignet. « Ne pars pas, » dit-il. « Pas encore. » Ce contact, si léger soit-il, envoya une décharge électrique à travers mon corps. Je le regardai, et pour la première fois, je vis quelque chose dans ses yeux. Pas seulement de la curiosité, pas seulement de la surprise. Il y avait autre chose. Quelque chose de dangereux, de magnétique, de terriblement humain. Ce moment dans le salon marqua un tournant. La main d'Étienne sur mon poignet, son regard qui semblait fouiller mon âme, tout cela resta gravé en moi comme une empreinte indélébile. Je ne pouvais plus prétendre que ce que je ressentais n'était qu'un caprice, une illusion de jeunesse. C'était réel, brut et terrifiant. Les jours suivants, je fis tout pour l'éviter. Je passais plus de temps à l'université, m'attardant dans les salles de cours ou dans les cafés du quartier latin, entouré d'amis qui ne soupçonnaient rien de mon tumulte intérieur. Mais chaque soir, en rentrant dans cet appartement du Marais, je savais qu'il serait là, avec son calme désarmant et ses silences qui parlaient plus que des mots. Un après-midi pluvieux, alors que Paris était enveloppé d'un voile gris, je rentrai plus tôt que prévu. L'appartement était silencieux, presque trop. Je posai mon sac dans l'entrée et me dirigeai vers ma chambre, espérant m'y enfermer avant qu'il ne me voie. Mais en passant devant le bureau d'Étienne, je l'entendis. Un murmure, presque un soupir, suivi du froissement de pages. Curiosité ou folie, je ne sais pas ce qui me poussa à m'arrêter. La porte était entr'ouverte, et je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Étienne était là, assis à son bureau, mon carnet entre les mains. Mon carnet. Celui où j'avais versé mon cœur, mes peurs, mes désirs. Il le lisait, lentement, comme s'il savourait chaque mot. Je restais figé, incapable de bouger. Une partie de moi voulait crier, lui arracher le carnet des mains, mais une autre partie, plus sombre, voulait qu'il continue. Qu'il sache tout, qu'il comprenne. Il leva les yeux, comme s'il avait senti ma présence. « Adrien, » dit-il, sa voix douce mais ferme. « Entre. » Je secouai la tête, mais mes pieds avancèrent malgré moi. Je m'arrêtai à l'entrée du bureau, les bras croisés, comme pour me protéger. « Tu n'avais pas le droit, » murmurai-je, la voix tremblante. « C'est privé. » Il referma le carnet avec soin,
le posant sur le bureau. « Je sais, dit-il. Et je m'excuse. » Mais il hésita, cherchant ses mots. « Ce que tu as écrit, ce que tu ressens, ce n'est pas quelque chose que tu dois cacher. » Je ris, un rire amer. Facile à dire. Tu n'as pas à vivre avec ça. Avec cette honte. Le mot m'échappa, brut, douloureux. Je n'avais jamais dit à voix haute ce que je ressentais, cette bataille entre ce que j'étais et ce que le monde attendait de moi. Étienne se leva, s'approchant de moi. Trop près. Toujours trop près. La honte, dit-il, n'a pas sa place quand il s'agit d'aimer. Ces mots me frappèrent comme une vague. Aimer. Était-ce vraiment ce que c'était? Était-ce possible que cet homme marié à ma mère, comprenne ce que je traversais? Tu ne sais pas de quoi tu parles, dis-je, reculant d'un pas. Mais il ne me laissa pas m'échapper. Pas cette fois. Peut-être que si, répondit-il, sa voix plus basse, plus intime. Peut-être que j'en sais plus que tu ne le penses. Ces mots restèrent suspendus entre nous, comme une promesse ou une menace. Je ne savais pas quoi faire, quoi dire. Tout ce que je savais, c'était que je ne pouvais plus fuir. Les semaines qui suivirent furent un jeu dangereux. Étienne et moi dansions autour de la vérité, nos conversations devenant des champs de mine où chaque mot pouvait tout faire exploser. Ma mère revint de son voyage, et sa présence ne fit qu'amplifier la tension. Elle était lumineuse, pleine d'énergie, ignorant totalement les courants sous-jacents qui menaçaient de tout engloutir. Un soir, alors que nous dînions tous les trois, je sentis le regard d'Étienne sur moi. Ma mère parlait de son travail, de ses projets, mais je n'entendais rien. Tout ce que je voyais, c'était lui. Ses doigts serrant son verre de vin, son sourire discret quand nos regards se croisaient. C'était insupportable, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de le chercher. Après le dîner, je m'éclipsai dans ma chambre, prétextant de la fatigue. Mais à peine avais-je fermé la porte qu'on frappa doucement. Mon cœur s'emballa. « Entre, dis-je, sachant déjà qui c'était. » Étienne entra, refermant la porte derrière lui. « On doit parler, Adrien, » dit-il, son ton sérieux mais empreint d'une douceur qui me désarmait. « Ce qui se passe, ce n'est pas simple. Mais ignorer ça ne fera que nous détruire. » Je le regardai, partagé entre la peur et l'espoir. « Et si c'est déjà trop tard ?» demandai-je, la voix brisée. « Et si ce qu'on ressent nous condamne ?» Il s'approcha, posant une main sur mon épaule. Ce simple contact suffit à faire trembler mes défenses. « Rien ne nous condamne, » murmura-t-il. « Pas si on est honnête. Pas si on est courageux. » Mais le courage, je ne l'avais pas. Pas encore. Pas quand je savais que chaque pas vers lui était un pas vers l'inconnu, vers un avenir où tout pouvait s'effondrer. Les mots d'Étienne résonnaient encore dans ma tête des jours plus tard. Honnête. Courageux. Des concepts si simples en théorie, mais si lourds à porter dans la réalité. Chaque regard échangé, chaque silence partagé, devenait une épreuve. Je me sentais comme un funambule, marchant sur un fil tendu au-dessus d'un abîme, avec Étienne à l'autre bout, me regardant sans ciller. Paris continuait de vivre autour de nous, indifférente à notre drame. Les rues du Marais s'animaient chaque soir, les cafés débordaient de rires et de conversations, mais dans notre appartement, l'air était saturé de non-dits. Ma mère, toujours absorbée par son travail, ne voyait rien. Ou peut-être refusait-elle de voir. Elle complimentait Étienne pour son attention, sa patience, sans se douter que cette attention se tournait de plus en plus vers moi. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, je décidai de briser le silence. J'avais besoin de réponses, de clarté, même si cela signifiait tout détruire. Je trouvai Étienne dans le salon, un livre à la main, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Il avait l'air si normal, si humain. Et pourtant, il était au centre de mon chaos. « Étienne, » dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Il faut qu'on arrête ça. Quoi que ce soit. » Il posa son livre, me regardant avec cette intensité qui me faisait toujours vaciller. « Arrêtez quoi, Adrien ?» demanda-t-il, comme s'il me mettait au défi de nommer l'innommable. Je pris une profonde inspiration. « Ça, » dis-je, désignant l'espace entre nous. « Ces regards, ces moments. Tu sais de quoi je parle. » Il se leva,
s'approchant lentement. « Et si je ne veux pas arrêter ?» Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle portait une force qui me cloua sur place. « Et si, pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivant ?» Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard. Vivant. Était-ce ce que je lui faisais ressentir? Était-ce ce que je ressentais moi-même? Je secouai la tête, désespéré. « Tu es marié à ma mère, Étienne. » C'est mal. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi, si près que je pouvais sentir son parfum, un mélange de bois de santal et de quelque chose d'indéfinissable. « Le bien et le mal, dit-il, ce ne sont que des mots. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on choisit de faire de ses sentiments. » Je voulais le repousser, lui crier de partir, mais mon corps refusait d'obéir. Au lieu de cela, je restais là, hypnotisé par ses yeux, par la chaleur de sa présence. « Et toi, demandai-je, la voix tremblante, qu'est-ce que tu ressens ?» Il hésita, pour la première fois depuis que je le connaissais. Puis, doucement, il tendit la main et effleura ma joue. « Toi, murmura-t-il. Je ressens toi. » Ce contact, ce mot, fit voler en éclats toutes mes défenses. Sans réfléchir, je me penchai vers lui, et nos lèvres se frôlèrent. Ce n'était pas un baiser, pas encore, juste un souffle partagé, un instant où le monde entier sembla s'arrêter. Mais avant que nous puissions aller plus loin, la porte d'entrée claqua. Ma mère était rentrée. Nous nous écartâmes précipitamment, comme des coupables pris sur le fait. Ma mère entra dans le salon, trempée par la pluie, un sourire fatigué sur le visage. « Quelle journée !» s'exclama-t-elle, ignorant totalement la tension dans la pièce. « Vous avez mangé ?» Étienne retrouva son calme en un instant, comme s'il n'avait jamais vacillé. « Pas encore, » répondit-il, sa voix parfaitement maîtrisée. « Et toi, Claire ?» Je m'éclipsai sans un mot, le cœur battant à tout rompre. Dans ma chambre, je m'effondrai sur mon lit, les pensées en désordre. Que avais-je fait? Que avions-nous fait? Cet instant, si bref, avait tout changé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours suivants furent une torture. Étienne agissait comme si rien ne s'était passé, mais je voyais la vérité dans ses yeux. Chaque fois que nos regards se croisaient, c'était comme si le monde prenait feu. Ma mère, toujours occupée, ne remarquait rien, mais je vivais dans la peur constante qu'elle découvre tout. Et pourtant, une partie de moi, la plus folle, la plus reckless, voulait que tout explose. Un soir, alors que ma mère était à une réunion tardive, Étienne frappa à ma porte. Je savais que c'était lui avant même qu'il ne parle. « Adrien, » dit-il doucement. « Ouvre. » J'hésitai, mais finis par ouvrir la porte. Il entra, refermant derrière lui, et pendant un long moment, nous restâmes là, à nous regarder en silence. « On ne peut pas continuer comme ça, » dis-je enfin, la voix brisée. « Ça va tout détruire. » Il hocha la tête, mais ses yeux disaient autre chose. « Peut-être, » murmura-t-il. « Mais parfois, il faut tout détruire pour reconstruire quelque chose de vrai. » Ces mots me bouleversèrent. Était-ce possible? Pouvions-nous trouver une vérité dans ce chaos, une vérité qui ne nous briserait pas? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'était que je ne pouvais plus nier ce que je ressentais. Le silence entre nous, dans cette chambre étroite, était assourdissant. Les mots d'Étienne, reconstruire quelque chose de vrai, tournaient en boucle dans ma tête, comme une mélodie entêtante dont je ne pouvais me défaire. Mais la vérité était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre, pas dans cette maison, pas avec ma mère endormie à quelques mètres de nous. « Étienne, » murmurai-je, « qu'est-ce qu'on fait ?» Ma voix tremblait, partagée entre le désir et la peur. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il s'assit sur le bord de mon lit, les coudes sur les genoux, le regard perdu dans le vide. Pour la première fois, il semblait aussi perdu que moi. « Je ne sais pas, Adrien, » admit-il enfin. « Mais je sais que je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Pas après ça. » Il désigna l'espace entre nous, cet espace invisible mais brûlant qui semblait nous attirer l'un vers l'autre malgré toutes les raisons de nous éloigner. Je m'assis à côté de lui, à une distance prudente mais pas assez pour calmer les battements de mon cœur. « Et ma mère ?» demandai-je, la gorge nouée. « Elle t'aime. Elle nous fait confiance. » Il ferma les yeux,
comme si mes mots étaient un poids qu'il ne pouvait supporter. « Je sais, dit-il. Et je l'aime aussi. Mais ce que je ressens pour toi, c'est différent. C'est plus grand, plus fort, et ça me terrifie. » Ces mots me coupèrent le souffle. Pendant si longtemps, j'avais cru que j'étais seul dans ce tourment, que mes sentiments étaient une aberration, un secret honteux. Mais là, dans cette chambre, Étienne me montrait qu'il était tout aussi vulnérable, tout aussi humain. « On ne peut pas, dis-je, plus pour me convaincre moi-même que pour le convaincre lui. C'est impossible. » Il tourna la tête vers moi, ses yeux brillants d'une intensité qui me fit frissonner. « Rien n'est impossible, Adrien. Pas si on est prêt à en payer le prix. » Le prix. Ces mots me glacèrent. Quel serait-il? Perdre ma mère? Détruire notre famille? Ou pire, vivre dans le mensonge, étouffé par des sentiments que nous refusions d'affronter? Avant que je puisse répondre, il se pencha vers moi, et cette fois, il n'y eut pas d'interruption. Nos lèvres se rencontrèrent, timidement d'abord, puis avec une urgence qui balaya toutes mes hésitations. Ce baiser était tout ce que j'avais craint et tout ce que j'avais désiré. Il était doux et désespéré, tendre et dévastateur. Quand nous nous écartâmes, à bout de souffle, je vis dans ses yeux le même chaos qui m'habitait. « On ne peut pas continuer comme ça, » murmurai-je, les larmes aux yeux. « Pas en cachette. Pas comme des voleurs. » Il hocha la tête, mais son regard était déterminé. « Alors on trouve une autre voie, » dit-il. « Ensemble. » Les jours suivants furent un mélange de peur et d'euphorie. Chaque moment volé avec Étienne, un regard dans la cuisine, un frôlement de main dans le couloir, était une dose d'adrénaline, mais aussi un rappel constant du danger. Ma mère était de plus en plus présente, et je vivais dans la terreur qu'elle remarque quelque chose. Un mot de trop, un regard trop long, et tout s'effondrerait. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans l'appartement, Étienne me proposa de sortir. « Allons marcher, » dit-il. « Juste toi et moi. » Nous déambulâmes dans les rues du Marais, sous un ciel d'octobre d'un bleu éclatant. Paris était magnifique, vibrant d'une énergie qui contrastait avec le tumulte de nos cœurs. Nous nous arrêtâmes dans un petit café, loin des regards indiscrets, et pour la première fois, nous parlâmes vraiment. Il me raconta son passé, des bribes qu'il n'avait jamais partagées avec personne. Il avait grandi à Marseille, dans une famille conservatrice qui ne tolérait pas la différence. « J'ai toujours su que j'étais différent, » avoua-t-il, les yeux baissés. « Mais j'ai appris à le cacher, à me conformer. Jusqu'à toi. » Ces mots me bouleversèrent. Je lui parlais de mes propres peurs, de mon coming out avorté à l'adolescence, de la solitude qui m'avait suivi comme une ombre. Pour la première fois, je me sentis vu, compris. Mais cette intimité ne faisait qu'amplifier la douleur de savoir que notre histoire était impossible. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demandai-je, la voix tremblante. Il prit ma main sous la table, un geste audacieux dans ce café bondé. « On va trouver un moyen, » dit-il. « Je te le promets. » La promesse d'Étienne résonnait comme un serment fragile, un fil d'espoir tendu au-dessus d'un précipice. Trouver un moyen. Mais quel moyen? Chaque jour qui passait rendait notre secret plus lourd, plus insupportable. Et pourtant, chaque moment passé avec lui, ces instants volés où nous pouvions être nous-mêmes, valaient tous les risques. Un soir, alors que ma mère était sortie avec des collègues, Étienne m'entraîna dans le bureau. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, un sourire énigmatique sur les lèvres. Il ouvrit un tiroir et en sortit une pile de lettres, jaunies par le temps, attachées par un ruban rouge. « Lis-les, » murmura-t-il. Intrigué, je pris la première lettre. Elle était écrite à la main, dans une écriture élégante mais légèrement tremblante. C'était une lettre d'amour, adressée à un certain Luc. Les mots étaient passionnés, déchirants, racontant une histoire d'amour interdit, brisée par les attentes du monde. « Qui est Luc ?» demandai-je, la gorge serrée. Étienne s'assit à côté de moi, son regard lointain. « C'était moi, il y a longtemps, » dit-il. « Avant ta mère, avant tout ça. J'ai aimé un homme, Adrien. Profondément. Mais j'ai choisi la sécurité, le confort d'une vie que je pensais devoir vivre. » Je reposai la lettre, bouleversé. « Pourquoi me montres-tu ça ?»
Parce que je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi, répondit-il. Je ne veux pas que tu vives dans le regret, dans le silence. Ces mots me frappèrent comme une lame. Pendant si longtemps, j'avais cru que j'étais seul dans ma lutte, mais Étienne avait traversé les mêmes tempêtes, les mêmes doutes. Et maintenant, il était là, à mes côtés, prêt à tout risquer pour moi. Nous passâmes la soirée à parler, à partager nos blessures, nos espoirs. Pour la première fois, je sentis que nous n'étions pas seulement deux âmes perdues dans une passion interdite, mais deux êtres humains cherchant à se libérer. Quand il me prit dans ses bras, ce n'était pas seulement du désir, mais une promesse silencieuse de ne pas me laisser tomber. Mais la réalité nous rattrapa vite. Quelques jours plus tard, ma mère rentra à l'improviste alors qu'Étienne et moi étions dans la cuisine, riant à une plaisanterie anodine. Son regard passa de l'un à l'autre, et pour la première fois, je vis une lueur de suspicion dans ses yeux. « Vous vous entendez bien, tous les deux, » dit-elle, un sourire crispé sur les lèvres. Mon cœur s'arrêta. Étienne, toujours maître de lui, répondit avec un rire léger. « Adrien est un bon garçon, Claire. Tu as de la chance. » Mais je savais qu'elle avait senti quelque chose. Les jours suivants, elle devint plus attentive, posant des questions anodines mais lourdes de sous-entendus. « Tu passes beaucoup de temps avec Étienne, non ? Ou il t'aide avec tes cours ?» Chaque mot était une aiguille plantée dans ma poitrine. Je commençais à me sentir comme un prisonnier dans ma propre maison. Chaque regard d'Étienne, chaque frôlement, était une tentation que je devais repousser. Mais plus je résistais, plus je me perdais dans mes propres contradictions. Je l'aimais. Je l'aimais d'une manière que je n'avais jamais cru possible, et cela me terrifiait. Un soir, alors que la tension était à son comble, Étienne me prit à part. « On doit parler à Claire, » dit-il, son ton grave. « On ne peut pas continuer à vivre comme ça. » Je secouai la tête, paniqué. Elle ne comprendra pas. Elle va nous haïr. Peut-être, admit-il. Mais elle mérite la vérité. Et nous aussi. Ces mots, si simples, si justes, me terrifièrent. La vérité. Était-elle vraiment libératrice, comme on le disait, ou était-elle une arme capable de tout détruire? La vérité. Ce mot pesait comme une sentence. Étienne avait raison. Nous ne pouvions pas continuer à vivre dans l'ombre, à voler des moments comme des voleurs. Mais l'idée de tout révéler à ma mère me paralysait. Comment pouvais-je lui dire que j'aimais son mari? Que cet homme, qu'elle avait choisi pour partager sa vie, était devenu le centre de la mienne? Nous décidâmes d'attendre. Pas par lâcheté, mais parce que nous avions besoin de temps pour comprendre ce que nous voulions, ce que nous étions prêts à sacrifier. Chaque jour était un combat, une danse délicate entre la prudence et le désir. Étienne restait fidèle à son rôle de beau-père parfait, mais je voyais la tension dans ses épaules, la douleur dans ses yeux quand nous devions prétendre. Un soir, alors que ma mère était sortie pour un dîner avec des amis, nous nous retrouvâmes seuls à nouveau. L'appartement était plongé dans un silence oppressant, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge. Étienne me rejoignit dans ma chambre, fermant la porte derrière lui. « Adrien, » murmura-t-il, « je ne peux plus faire semblant. » Je le regardai, le cœur battant. « Moi non plus, » avouai-je. Et cette fois, quand il m'embrassa, il n'y avait plus de retenue, plus de peur. C'était un baiser qui parlait de tout ce que nous avions retenu, de tout ce que nous avions sacrifié. Nous nous perdîmes l'un dans l'autre, oubliant le monde, oubliant les conséquences. Mais le monde ne nous oublia pas. Le lendemain, ma mère rentra plus tôt que prévu. Elle nous trouva dans le salon, assis trop près l'un de l'autre, nos mains se frôlant sous la table. Elle ne dit rien, mais son regard était un poignard. « Je vais me coucher, » murmura-t-elle, et elle disparut dans sa chambre. Étienne et moi échangeâmes un regard. Nous savions que le moment était venu. Nous ne pouvions plus reculer. Le lendemain matin, ma mère nous convoqua dans la cuisine. Son visage était fermé, ses yeux rougis par ce que je soupçonnais être des larmes. « Je veux la vérité, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Qu'est-ce qui se passe entre vous ?» Mon cœur s'arrêta. Étienne ouvrit la bouche pour parler, mais je le devançai. « Maman, » dis-je, la voix brisée, « je suis désolé. Je l'aime. » Le silence qui suivit fut insupportable. Ma mère me regarda, puis regarda Étienne,
et je vis quelque chose se briser en elle. « Toi » murmura-t-elle, s'adressant à lui. « Après tout ce qu'on a construit. » Étienne baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Claire, dit-il, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais c'est plus fort que moi. » Elle se leva, les mains tremblantes. « Sortez, dit-elle, sa voix froide. Tous les deux. Je ne veux plus vous voir. » Nous partîmes, sans savoir où aller. Étienne prit une chambre dans un petit hôtel du quartier latin, et je l'accompagnai, incapable de rester seul. Les jours qui suivirent furent un brouillard de douleur et de confusion. Ma mère ne répondait pas à mes appels, et je me sentais comme un traître, un monstre. Mais dans les bras d'Étienne, je trouvais un semblant de paix, un refuge contre le chaos. « On va s'en sortir, » me murmurait-il chaque nuit, alors que nous nous accrochions l'un à l'autre. « On va trouver notre chemin. » Mais le chemin était semé d'embûches. Les amis de ma mère, nos voisins, tout le monde semblait savoir. Les regards, les murmures, tout nous rappelait que notre amour était un scandale, une aberration aux yeux du monde. Les semaines qui suivirent furent un exil volontaire. Étienne et moi vivions dans cet hôtel modeste, loin du Marais, loin de ma mère, loin de tout ce qui avait été notre vie. Chaque matin, je me réveillais avec un mélange de soulagement et de culpabilité. Soulagement d'être avec lui, de ne plus avoir à cacher ce que je ressentais. Culpabilité pour le mal que nous avions causé. Étienne, lui, semblait porter le poids du monde. Il avait tout perdu, son mariage, sa stabilité, sa réputation. Et pourtant, il ne me reprochait rien. « Tu es ma vérité », me dit-il un soir, alors que nous regardions la Seine scintiller sous les lumières de Paris. « Peu importe ce qu'on perd, tant qu'on se trouve. » Ces mots me donnaient de l'espoir, mais ils ne pouvaient effacer la douleur. Ma mère m'avait envoyé un message, un seul, après des semaines de silence. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Chaque mot était une blessure, un rappel de ce que j'avais détruit. Je décidai de lui écrire une lettre. Pas un message, pas un appel, mais une lettre, comme celle qu'Étienne m'avait montrée. Je passais des heures à choisir mes mots, à essayer d'expliquer l'inexplicable. « Maman, je n'ai jamais voulu te blesser. Ce que je ressens pour Étienne, c'est plus grand que moi, plus grand que nous tous. Je sais que tu me hais, mais j'espère qu'un jour, tu comprendras. » Je ne savais pas si elle la lirait, mais c'était tout ce que je pouvais faire. Un jour, alors que nous déambulions dans les jardins du Luxembourg, Étienne me prit la main. C'était un geste simple, mais dans cette ville où tout le monde semblait nous juger, il était révolutionnaire. « On va partir, » dit-il soudain. « On va quitter Paris, commencer ailleurs. » Je le regardai, stupéfait. « Et aller où ?»« N'importe où, » répondit-il, un sourire triste sur les lèvres. « Un endroit où on pourra être nous-mêmes, sans peur, sans honte. » L'idée était terrifiante, mais aussi libératrice. Quitter Paris, quitter ma mère, quitter tout ce que je connaissais. Mais pour la première fois, je me sentais prêt à prendre ce risque. Pour lui. Pour nous. Nous commençâmes à planifier notre départ. Étienne avait des économies, et moi, quelques contacts dans le monde de l'art. Nous parlions de Lisbonne, de ses rues colorées et de son ciel ouvert. Là-bas, peut-être, nous pourrions respirer. Mais avant de partir, je savais que je devais voir ma mère une dernière fois. Je pris mon courage à deux mains et me rendis à l'appartement. Elle ouvrit la porte, le visage fermé, mais elle me laissa entrer. Nous nous assîmes dans le salon, là où tout avait commencé. « Je ne te comprends pas, Adrien, » dit-elle enfin, la voix tremblante. « Mais je ne veux pas te perdre. » Ces mots me brisèrent. Je lui pris la main, les larmes aux yeux. « Je t'aime, maman, et je suis désolé. Mais je dois suivre mon cœur. » Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Alors vas-y, » murmura-t-elle. « Mais promets-moi que tu seras heureux. » Les adieux à ma mère furent le moment le plus difficile de ma vie. Mais ils furent aussi une délivrance. En quittant l'appartement, je sentis un poids s'envoler, remplacé par une détermination nouvelle. Étienne m'attendait dehors, son regard plein d'espoir et de peur. Nous étions sur le point de tout laisser derrière nous, mais nous le faisions ensemble. Nous prîmes un train pour Lisbonne une semaine plus tard.
La ville nous accueillit avec ses couleurs vives, ses rues pavées, et une chaleur qui semblait apaiser nos âmes meurtries. Nous louâmes un petit appartement près de l'Alfama, avec vue sur le Tage. C'était modeste, mais c'était à nous. Les premiers mois furent un ajustement. Étienne trouva un travail comme consultant, et je commençai à exposer mes œuvres dans des galeries locales. Nous apprenions à vivre ensemble, à construire une vie loin des jugements et des secrets. Chaque soir, nous nous promenions le long du fleuve, main dans la main, libres pour la première fois. Mais la liberté avait un prix. Je pensais souvent à ma mère, à la douleur que je lui avais causée. Je lui écrivais régulièrement, des lettres pleines d'espoir et de regrets, et parfois, elle répondait. Ces mots étaient brefs, mais ils étaient là, un fil fragile qui nous reliait encore. Un soir, alors que nous regardions le soleil se coucher sur Lisbonne, Étienne me prit dans ses bras. « Tu regrettes » demanda-t-il, sa voix douce. Je secouai la tête. Non, pas si ça signifie être avec toi. Il sourit, et pour la première fois, je vis une paix véritable dans ses yeux. Alors on a fait le bon choix, murmura-t-il. Des années plus tard, je reçus une lettre de ma mère. Elle était venue à Lisbonne pour une conférence et voulait me voir. Nous nous retrouvâmes dans un café, et pour la première fois depuis longtemps, nous parlâmes sans colère, sans douleur. Elle me parla de sa vie, de son travail, et je lui parlais d'Étienne, de notre amour, de notre bonheur. Je ne comprends toujours pas tout, admit-elle. Mais je vois que tu es heureux. Et c'est tout ce qui compte. Ces mots furent mon absolution. Nous n'avions pas réparé tout ce qui avait été brisé, mais nous avions construit quelque chose de nouveau. Une famille, peut-être pas conventionnelle, mais une famille quand même. Étienne et moi continuâmes notre vie à Lisbonne, entourés d'amis, d'art et d'amour. Nous avions payé un prix élevé, mais nous avions trouvé quelque chose de précieux. La liberté d'être nous-mêmes, d'aimer sans honte, sans peur. Et dans cette liberté, nous avions trouvé la paix.